L'éducation nationale, elle doit apprendre la relation à l'autre. Là, il se fait enculer Macron, si je dois être honnête. Test, ça m'entend bien ou... Ok, comment ça va? Let's go, c'est parti. Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour le Havre des Luttes. Aujourd'hui on va parler de la question des étudiants. C'est un sujet qu'on voulait aborder depuis longtemps et pour ça on se retrouve aujourd'hui avec le syndicat de l'Union étudiante. On se retrouve avec Lisa et avec Sian. C'est bien ça, je me suis pas trompé? C'est bien ça. C'est bien ça. Ok, je me suis trompé 4 fois avant le tournage, hein, je tiens à préciser. Comme vous voyez, on est 3 chaises parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours super organisé, qui est à l'heure, qui est pas là. On t'embrasse Alex. Et aussi très important avant qu'on commence tout ça, désolé, c'est le moment publicité. En ce moment on est dans une campagne de financement. Aujourd'hui on arrive à capter un peu de la lumière d'ailleurs, mais ça va commencer à être raide, vous allez voir quand ça se couche derrière. Donc il nous faut des lights comme d'habitude. Là on va commencer à faire des événements. On va vous donner quelques nouvelles bientôt qui ne sont pas très réjouissantes sur notre capacité à s'organiser. On va dire, on nous met des petits bâtons dans les roues, donc il va nous falloir des moyens. On a une campagne de financement, elle dure 2 mois. Il faut y aller avec intensité parce que nous on a prévu plein de super choses. Et pour pouvoir les faire, on a besoin de votre aide. On n'est que des bénévoles, mais on est nous-mêmes tenus par des moyens matériels, ceux d'aujourd'hui par exemple. Donc vous n'hésitez pas. Et donc voilà, n'hésitez pas, il y aura les liens pour donner, pour soutenir. On se retrouve un peu après la rentrée. Malheureusement. Pour parler d'organisation syndicale étudiante, des enjeux actuels par lesquels vont passer les étudiants et sur les différentes lois aussi un peu qui mettent en difficulté les élèves. Et puis on va parler de plein de sujets, vous allez voir. Donc je vais vous laisser déjà commencer par présenter votre organisation. Ça vous va? Ok. Allez, let's go. Si du coup tu veux que je commence? Vas-y. Ok. Donc du coup pour dire nous on est, je suis Lisa du coup co-secrétaire de l'Union étudiante Le Havre. Et moi c'est Sian, du coup, également co-secrétaire de l'Union étudiante du Havre. On est 3 co-secrétaires, voilà. On essaye de faire les choses bien. On représente chacun un des campus présents dans l'organisation. L'Union étudiante, du coup, c'est un syndicat étudiant, comme on l'a dit. Nous, on se bat pour une université qui est inclusive, accessible à tous. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, l'université est par exemple trop chère, qu'il y a des discriminations au sein de l'université, etc. Donc on essaye de se battre contre ça. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter, si ce n'est que du coup pour ce faire on a des revendications qui sont carrées, qui sont claires, qui sont nettes, notamment le revenu d'autonomie pour les étudiants et ainsi que la fin des frais d'inscription à l'université. Moi je vais commencer par vous poser une première question parce que nous au Havre des Luttes ça fait longtemps qu'on veut commencer à s'attaquer à la question de la vie étudiante, des difficultés vécues par les étudiants et qu'on attend justement qu'existe un syndicat étudiant organisé parce que on peut donner des paroles individuelles mais c'est toujours moins fort qu'une parole collective organisée et réfléchie. Et justement pour toutes les personnes qui nous regardent qui ne sauraient pas, pourquoi se syndiquer à un syndicat étudiant et quel est votre rôle dans l'année? Alors déjà, il faut savoir que l'Union étudiante, l'Union étudiante nationale est une fédération d'associations locales qui sont enregistrées comme des associations loi 1901. C'est-à-dire qu'on n'a pas le statut de syndicat parce que en fait, un syndicat étudiant en tant que tel, ça n'existe pas parce qu'on n'est pas des travailleurs, on n'a pas de moyens de production, etc. Par contre, on est une association qui se revendique clairement comme un syndicat et on a à cœur de mener des combats en faveur des étudiants parce que, bon, je sais pas si vous avez beaucoup suivi, mais c'est pas trop ça quoi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine libéralisation en général dans la société et une libéralisation qui touche bien évidemment l'université. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des frais d'inscription, par exemple la CVEC ou la SVEC qui est une contribution qu'on paye en plus des frais d'inscription à l'université. Était à la base fixée à 103 € et elle n'arrête pas d'augmenter depuis qu'elle a été mise en place, ce qui fait beaucoup, on va pas se mentir, que ce soit pour les étudiants boursiers ou non boursiers, parce que le fait de pas
pas être reconnu comme précaire selon les critères sociaux, ça ne sauve pas de la précarité. C'est aussi un combat qu'on mène pour plus de place à l'université, parce qu'actuellement, il manque beaucoup de place, notamment en master. C'est-à-dire qu'entre la L3, il y a 74% de place en moins en M1 après. Donc là, il me semble que c'est des chiffres de l'année 2023, pour 16 000 demandeurs de master, eh bien il n'y avait que 6 000 places. J'ai les chiffres pour 2025 du coup. Donc en 2025, il y avait 250 400 candidats pour les masters. Et il n'y avait que 174 000 places. Donc ça veut dire qu'on avait 60 000 places manquantes. Donc effectivement, ça vient d'un choix du gouvernement de ne pas financer les universités. Vous avez peut-être entendu parler plutôt d'une certaine loi en 2007 qui a fait qu'en gros, les universités sont devenues autonomes, notamment vis-à-vis de leur budget. La fameuse autonomie des universités. On dirait que c'est une mesure de gauche presque. Vraiment, vraiment. Alors qu'en gros, on dit non, mais les universités, elles sont autonomes, elles gèrent leur budget et tout. Sauf qu'en fait, les universités sont encore dépendantes des subventions de l'État, puisque le financement des universités vient de l'État. Donc en fait, le gouvernement vous dit un peu démerdez-vous, mais nous, on va pas vous financer plus. Donc les universités sont en galère extrême. C'est pour ça que par exemple, on a de plus en plus d'universités en déficit. L'année dernière, il y avait 20% d'universités en déficit. Aujourd'hui, on est à 80%. Voilà, donc autant vous dire que c'est la merde. Et en fait, ça fait que, en gros, dès qu'une université est en déficit, elle passe sous le contrôle du rectorat. Et en gros, ça veut dire que le rectorat va mettre en place une cure d'austérité. Donc en gros, on va fermer des places, on va virer des profs, virer des salariés, des gens de l'administration, etc. Et ça a un impact direct sur nos conditions de vie, d'études et de vie au sein de l'université. Parce qu'effectivement, on a moins de profs. On a des camarades, par exemple, qui ont cours une semaine sur 2 parce qu'ils n'ont pas assez de profs, ce genre de choses. Et au-delà de ça, le fait qu'on n'ait pas d'argent dans les universités, ça favorise aussi tout ce qui va être discrimination. Parce que par exemple, on construit plus de politique de défense contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations racistes, antivalidistes, etc. On n'a plus de thunes pour financer ces projets-là, ces campagnes-là. Et nous, c'est une de nos mesures phares à l'Union étudiante. Pour vous donner une petite idée, au niveau des violences sexistes et sexuelles, par exemple, on a une étudiante sur 10 qui déclare avoir vécu une agression sexuelle dans le cadre de ses études et une étudiante sur 20 qui déclare avoir subi un viol dans le cadre de ses études. Donc on a encore énormément de travail et aujourd'hui on est toujours dans un contexte où on n'a rien en fait qui est mis en place, ou alors les choses qui sont... il y a un étudiant sur 2 qui déclare ne pas connaître les systèmes qui sont mis en place dans les universités pour lutter contre ça, quand ils sont mis en place, parce qu'en fait la plupart du temps ils n'existent juste pas. Voilà. Ouais, et en plus de ça, sur le fait justement que ça rend l'université plus discriminatoire, le fait aussi que les universités soient soumises au joug de l'autonomie, donc en fait au joug d'être rentable, et donc du privé, des locations de salles et tout ça, ça fait aussi qu'il va y avoir un lissage politique et une moins bonne possibilité d'expression politique. Moi je le vois pour les organisations militantes au Havre, mais aussi dans d'autres villes, avoir accès à une salle dans l'université qui est censée être un lieu d'expression du savoir, même quand c'est pour faire venir des intellectuels universitaires, s'il y a un vernis idéologique et qu'on voit l'hégémonie actuelle du pays, on sait de quel côté il faut pencher pour être rentable, mais ça crée aussi des limites à ce niveau-là, quoi. Carrément, on a eu le cas avec la venue de Rima Hassan à l'université du Havre, où en gros il fallait pas que ça soit politique, alors que c'est complètement absurde, parce que la question de la Palestine est politique, la question de la colonisation est politique, etc., etc. Et en fait c'est des choses qu'on voit dans d'autres universités. Par exemple à Sciences Po, Rima Hassan, ils ont essayé d'inviter 2 fois, et à chaque fois le bureau de l'université a dit non, c'est mort. Voilà, sous question de trouble à l'ordre public, etc. Dans une université qui s'appelle Sciences Po. Exactement, donc je vous laisse imaginer l'ambiance. Voilà. Par contre, quand c'est des personnes de droite, là, il n'y a pas de problème. On a eu d'autres personnalités qui étaient punies pour notamment incitation à la haine, etc. Là, c'était chill, vraiment. Pas de soucis. Bon, bien, il se trouve qu'on a la caméra qui a lâché. Vous avez le droit à peu près tous les pires trucs qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Donc, c'est carré. Voilà, c'est carré. On a la pluie, des imprévus au niveau de la team, des imprévus de batterie. Bref, tout est là, mais
peut-être que la qualité du fond sera donc la meilleure. Tu nous disais justement qu'actuellement, il y a une sélection dans les filières qui sont en train de fermer. C'est ça, en fait, il y a de moins en moins de place dans des domaines comme la sociologie, les sciences humaines et sociales, en fait. Voir par exemple que tous les UFR peuvent être menacés de fermer, parce que il y a vraiment un tri qui s'opère sur l'accès au travail après. Enfin, en fait, la logique, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme travailleur après, de préférence des gens qui ont l'habitude de se faire exploiter et qui rechigneront pas trop face à ça. Et du coup, dans... Et la lumière fuit. Voilà, Wow. La ville devient de gauche et nous soutient. Qui l'aurait cru? Qui C'est l'aurait ça. cru? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un aux caméras qui se sont dit ok, ils sont là, vas-y, on les aide. Ils n'ont pas encore le budget. Ils ont vu Trop la bien. campagne de financement, donc donner de l'argent. Oui, donner de l'argent. Soutenez les médias de gauche. C'est ça exactement. Donc donc en ce moment il y a c'est surtout les domaines de woke qui sont en train de, désolé je caricature, c'est pour faire la blague. Oui, ce sont les secteurs de sociologie actuellement qui sont en train de dégager donc de l'université. Oui, c'est ça. Enfin, par exemple, pour prendre un cas assez concret, un de mes meilleurs amis est en sociologie à Rouen et il vient d'entrer en master. Déjà, pour entrer en master, c'était la galère. Enfin, je pense que il nous a tous remercié d'être à ses côtés après parce qu'il était à peu près la pire version de lui-même pendant la sélection de mon master, ce qui s'entend tout à fait. Et en fait, ce que les profs disent, c'est que globalement, il va falloir s'accrocher s'ils veulent faire un doctorat après parce que la sélection est encore plus rude que pour entrer en master. Déjà, c'était pas évident. Oui, et en plus Ah vas-y, tu voulais ajouter quelque chose, n'hésite pas. Hein. Arrache mon micro. Bah, j'en profite pour faire un point sélection du coup, parce que Ouais, c'est un carrément. truc qui est dans nos revendications assez fort en termes de que ça soit pour Parcoursup ou pour mon master. Tu parlais du stress que ça provoque. Déjà, nous en tant qu'étudiants, on est, je crois que si je dis pas de bêtises dans mes chiffres, c'est un étudiant sur 3 qui est sujet à des troubles de santé mentale, etc. dans le cadre de ses études. Et en fait, Parcoursup et mon master, ils participent énormément. C'est souvent, il y a 90% des étudiants et des étudiantes qui disent que c'est des périodes très stressantes. Et on sait aussi, par exemple, ça peut être... ça peut être très dur, notamment pour les étudiants internationaux. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu arrives en licence à l'université, si tu ne rentres pas en master, ça veut dire que ton visa étudiant n'est plus valable, donc que tu dois rentrer dans le pays d'où tu viens et que tu ne peux pas rester sur le territoire, ce qui peut être extrêmement, extrêmement stressant aussi pour ces personnes-là. Donc, Si tu n'as pas trouvé de master, en fait, actuellement, donc tu te fais dégager, même si tu es dans la continuité de tes études, juste tu n'as pas eu, il faut attendre un an de plus pour essayer de... D'accord. En fait, tu peux pas rester sur le territoire parce que ton visa étudiant n'est plus valable. Donc, à moins de trouver un taf directement après qui te prend un visa travail, ce qui n'est pas la volonté de tout le monde déjà. Voilà, en fait, juste tu te retrouves à devoir rentrer alors que tu as une vie ici, tu as une vie sociale, etc. Et ça pose un vrai problème. Voilà. Ok, sachant que sur les questions du travail et des sans-papiers, on vous envoie vers l'interview qu'on avait fait avec l'ACETI qui explique aussi les contradictions qu'il y a au sein des réglementations, parce qu'il y a des contradictions au sein des réglementations elles-mêmes par rapport aux personnes sans-papiers et au travail. Bref, super interview, allez la voir. D'accord. Et si je continue sur la sélection, on a aussi un problème, on parlait tout à l'heure des discriminations, et c'est quelque chose qui est très présent dans le cadre de la sélection, parce qu'en fait, par exemple, sur les discriminations racistes, une personne qui a un nom perçu comme blanc, par exemple, va avoir 8,5% plus de chances d'accéder à une licence, un master, etc. qu'une personne avec un nom à consonance africaine. Donc c'est quand même une dinguerie qu'on en arrive là. Et ça, c'est des choses qui sont systémiques, dans le sens où c'est un truc qui existe dans la société, donc c'est difficile de lutter contre, à part par l'information, etc., la culture, ce genre de choses. Mais en fait, la sélection participe aussi à renforcer les discriminations. Et ça, c'est un véritable problème. Et on le voit aussi avec Bienvenue en France, mais je pense qu'on fera un petit point là-dessus un peu plus précisément après. Ouais, tout à fait. Sans parler du fait qu'en plus ces discriminations-là, il y a déjà un cumul de discrimination en amont de l'université. Sachant aussi, moi je voulais parler juste d'un petit truc, c'est peut-être pas votre spécialité parce que vous, je sais que c'est la fac, mais par contre je trouve que ça rejoint pas mal, et moi en ce moment je le vois parce que j'ai mes enfants qui sont en plein dedans. Aujourd'hui aussi la sélectivité pour arriver aux études supérieures, c'est-à-dire ce qui va tracer le chemin de ce que l'on veut faire plus tard, ça commence au collège. Moi je viens d'une génération où moi j'ai passé par exemple un bac techno, avec la moyenne je pouvais faire médecine quoi. J'avais 10 dans mon bac techno et je pouvais faire médecine, je pouvais choisir la...
Je me rappelle, moi je viens du sud-ouest, à Bayonne, il y avait le fameux, nous on appelait ça l'amphi 400. Et parce qu'il y avait 400 places. Par contre, à chaque début d'année, on était 700. Et bien la fac devait nous accueillir et elle se démerdait en fait. Si jamais on était 1200, elle devait se débrouiller à accueillir 1200 élèves, quitte à ce qu'on soit sur les marches les premiers mois, le temps qu'il y ait les gens qui se disent bon, ben finalement c'est pas ça ce que je veux faire comme étude, c'est autre chose, etc. Ou qu'il y ait une organisation qui se fasse de l'université. Mais c'est aussi pour les générations plus anciennes où souvent on peut entendre, là on l'a vu sur les lycéens par exemple, on a eu beaucoup de commentaires très absurdes d'ailleurs où les gens nous disent qu'ils partent travailler. Ben non, c'est des lycéens. Et ils travaillent d'ailleurs, hein, mais hormis ça, je veux dire, c'est quand même complètement absurde. Il y a quand même sur cette génération-là une sélectivité qui avance dans l'âge énorme. Bien sûr, c'est un phénomène qui est là depuis quelques années déjà, puisque moi déjà quand j'étais au collège, on me disait oui machin, si tu prends telle option, après ça peut t'ouvrir telle porte, mais si tu prends pas cette option-là, bah peut-être on t'acceptera pas. Pareil au lycée, moi je suis arrivé la première année du coup où le système de spécialité était effectif. Okay. Et donc il y avait une très grande pression sur la choix de ces spécialités-là et sur tes 3 spécialités que tu prenais en première, quelle spécialité tu gardais ensuite en terminale pour pouvoir t'ouvrir la porte à l'enseignement supérieur dans le domaine que tu veux. C'est-à-dire que... C'est juste pour rajouter un petit truc. En fait, la sélection déjà est un problème. Et au-delà de ça, ça renforce les inégalités de classe qu'on a déjà dans la société. Bon, je vais faire ma marxiste, mais notamment, ouais, je pense que ça va, je suis en territoire... C'est un safe space. C'est ça. Yes. Du coup, à l'université, il y a 3 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers. Et c'est encore pire quand tu montes en master ou en doctorat. Je crois qu'en doctorat, c'est genre 2%, c'est une dinguerie. Et en fait, tous les codes de la sélection sont des codes bourgeois. Ça veut dire que quand tu vas devoir passer des entretiens pour rentrer dans certaines écoles, etc., les codes culturels sont des codes bourgeois, les codes pour remplir les CV, pour rentrer, etc. Et donc tout ça, c'est aussi une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on met derrière ce qu'on considère comme la culture légitime. C'est toute une réflexion qu'on doit avoir aussi de comment est-ce que, déjà, si on distribue ces codes-là, etc., comment est-ce qu'on rend accessible l'information sur comment remplir un CV, etc., etc. Parce que quand c'est des codes qui sont gatekeep, en fait, il y a plein de gens dans la société qui n'ont pas accès. Et aujourd'hui, dans nos chiffres, je ne vais pas vous ressortir mes chiffres parce qu'à un moment donné, il faut doser, mais c'est vraiment une part énorme. Je crois que c'est 70% des étudiants qui se disent qu'ils ne se sont pas sentis accompagnés. Et dans ces 70%-là, c'est plus de 30% qui disent que ça les a vraiment pénalisés dans leur process. Voilà. Puis même maintenant, moi je suis en BUT du coup, et le BUT à l'époque avait une image... C'est quoi le BUT? En fait, c'est le nouveau nom du DUT. Qui était un diplôme en 2 ans, mais maintenant le BUT est en 3 ans, c'est le Bachelor universitaire de technologie. C'est un diplôme qu'on nous vend comme étant professionnalisant, qui va en général s'accompagner par, en 3e année, une alternance ou un apprentissage. Moi je suis là-dedans, et en fait les conditions pour rentrer en BUT, en tout cas en information communication, sont extrêmement dures. C'est-à-dire que selon les IUT, parce que c'est pas toujours les mêmes modalités d'admission, ça va de rédiger une lettre de motivation, ce qui est pour certains un exercice super compliqué en vrai, parce que quand t'as pas les codes de rédiger des lettres de motive, t'es en mode moi je veux juste étudier. Et des lettres de motive pourquoi? C'est ça, moi par exemple, secteur de l'artisanat, ce qui paye le plus, c'est pas de donner une lettre de motive, c'est d'aller voir le patron et de donner le CV en personne. Ça c'est la lettre de motive de mon secteur par exemple. C'est ça. Et maintenant, par exemple, les UT de Paris, je sais qu'ils font des entretiens en visio pour admettre les élèves. Et ensuite, ça devient un moyen de pression du département ou de l'administration en général sur les étudiants. C'est de dire « Ah, mais vous voyez, vous avez fait tel truc, vous avez traversé telle chose pour venir ici, alors maintenant, vous bossez pas. » C'est absurde. C'est absurde. Oui, complètement. Au-delà de ça, il y a aussi une réalité, c'est que au-delà des codes, etc., parfois il faut aussi juste des thunes pour accéder à certains trucs. Typiquement, certains masters demandent des licences, des preuves de ton niveau d'anglais, genre les TOEFL, les machins comme ça. Mais ça, c'est extrêmement cher et les universités les payent pas toujours. Et aussi, il y a tout le système aussi des universités semi-privées, privées, etc. Type Sciences Po, où il faut payer pour candidater. Les concours des IEP à Sciences Po, c'est même si tu es boursier et tout ça, tu payes en fait. Tu payes 50 €, 100 € rien que pour candidater. Donc déjà, c'est des
déjà des problèmes en termes d'accès à ces universités-là aussi, qui sont pourtant des universités où justement en général permettent l'ascension sociale, entre guillemets, qui est toujours un débat aussi. En fait, c'est un concept qui se retrouve aussi dans les écoles d'art, parce que du coup, après le lycée, on m'a dit, bah, t'as clairement les compétences pour faire une prépa en art visuel, machin, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé sur Parcoursup, et je vois, oui, il faut payer 85 € pour avoir une chance d'être admis en école. Puis ensuite, c'était même pas en école, t'es en prépa. Et en prépa, ils sont, comme tu disais, dans cette logique d'écrémation, de dire on va être à fond sur le dos des gamins, tout ça, tout le temps, pour dire que bah, ceux qui peuvent pas supporter, entre guillemets, bah, ils partiront. Et c'est encore une fois une forme de sélection au sein de la formation qui n'est pas acceptable. Mais bien sûr. Et alors là, vous voyez pas parce qu'il regarde très sérieusement. Je pense qu'il a un peu honte de lui-même, monsieur Alexis, qui est arrivé en retard. C'est trop bizarre. Non, c'est trop Et bizarre. il est obligé, on est d'accord, il est obligé de mettre 20 € dans la cagnotte pour payer le retard. Obligé. Si tu veux, c'est tu. pas un micro. Mais... c'est là, mais. Si tu veux, tu peux aller demander une chaise, on en a demandé une là-bas. Comme ça, mais tu t'installes avec nous. Évidemment. Et ouais, sur la sélection, il y a beaucoup de modalités de sélection. D'ailleurs, très étonnant quand vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous avez réussi votre bac ou quel que soit votre niveau de diplôme intermédiaire pour avoir accès. La prochaine réussite que vous attendez, c'est la sélection. Quand on est sélectionné, alors qu'on a fait le boulot avant pour avoir le niveau pour, quand on est sélectionné pour une école d'art, un IUT, une fac ou quoi, on est content alors que somme toute, ça dépend d'un jugement externe, où on se retrouve avec des élèves avec plus de 15, 16, 17 de moyenne, même dans leur système méritocratique à eux, sur Parcoursup, qui ont zéro réponse, zéro retour positif à leur demande, quoi. Oui, bah il y a toujours 85 000 étudiants, du coup, 85 000 lycéens qui n'obtiennent pas du tout de réponse, et du coup sont contraints de faire autre chose. Enfin... Quoi, on va pas te dire, on va pas t'aider. 65 000. 65 ? Ouais, 65 000. Énorme. Ce qui est gigantesque. C'est Vraiment. une ville entière, quoi. C'est en licence, donc ça se trouve, en tout cas, il y a 65 000 étudiants qui essayent d'avoir des licences qui n'y ont pas accès. Bonsoir. Salut, ça va dans ce... Déjà, tu vas avoir l'entrée. Il y a une seule entrée. Je crois que c'est cette entrée-là, la première porte à droite, mais je suis pas sûr. Celle-là. Salut. C'est quoi ce bordel? On croise tout le monde. Mais toi, pourquoi c'est quoi, bordel de merde? On C'est quoi filme... le bordel de merde? Vous croisez tout le monde? Trop bien, d'accord. Pardon, désolé. Hein. T'inquiète. Bah bon, T'as tout gâché. je pense qu'on va reprendre. Tout gâché. Bravo. Félicitations. Tente par là, Nancy. Je pense là-bas. Là, et il y a des gens devant et tout. Normalement, t'as accès à la salle derrière. Salut. Je peux dire bonjour. Salut. Salut. Mais tu peux dire bonjour quand même, hein. C'est pas un souci. Tu passeras peut-être à la caméra. Ça va. C'est trop convivial. Vraiment, c'est une dinguerie. Ok. Vas-y, Lisa, parce que tu t'es fait interrompre par la moitié Je du sais Havre. plus. Non, mais oui, j'ai beaucoup trop de gens qui adorent cette émission apparemment. Beaucoup trop, il n'y aura jamais assez de gens. Donc oui, on disait 65 000 étudiants qui n'ont pas accès à une licence quand enfin, genre qui essayent de rentrer en licence, qui n'y ont pas accès par manque de place, donc par manque de budget, parce que c'est toujours l'étude de l'État qui manque. Hein. On expliquera un peu après comment on veut financer l'université et tout ça. Mais si tu veux, tu peux y rentrer maintenant, parce qu'on a encore plein de sujets à aborder et le temps passe. Carrément. Donc n'hésite pas. Et comme on dit toujours avec Alexis, il y aura d'autres occasions de faire des émissions. Bien sûr, on en fera d'autres. Mais vas-y, Si tu veux parler, tu place prends le le micro. maximum de data, n'hésite pas. Bonne question. Le plus tôt possible, le plus tôt possible, le plus tôt possible, le plus tôt possible, le plus tôt possible on Samedi fait. 15h. Samedi 15h, je crois que c'est l'université pour la manif Palestine. Pour la Palestine, ouais. Ok, je suis là. Mais voilà. Il faut que tu Carré. ramènes 500 personnes avec toi par contre. Si je ramène les supporters du lac, c'est bon. carrément, Allez, carrément. chaud, bien chaud avec des Ben nickel. et des fumigènes. Moi je peux me poser la question sur, alors on entend beaucoup de la précarité des étudiants et tout ça, mais qu'est-ce que c'est précisément les chiffres sur le Havre? Est-ce que tu sais un peu comment ça... Alors déjà, il faut savoir que, en tout cas pour ce qui est de l'IUT du Havre, ils proposent un système d'aménagement d'études
pour les étudiants qui sont forcés de travailler pendant leurs études. C'est-à-dire qu'au lieu de remédier le problème qu'il y ait des étudiants qui soient obligés de travailler, ils vont dire non mais Assoul, va-moi en cours. Du temps pour que vous allez vous faire exploiter à côté, il n'y a pas de problème. Sympa, ouais. C'est ça, c'est un peu la logique. Et en vrai, oui, le salariat étudiant, pour certains, c'est une nécessité parce que même les bourses, quand on est à un échelon assez haut, bah, ça ne suffit pas. Et même des fois, quand on n'a pas les critères sociaux suffisants pour être éligible aux bourses, bah, ça ne rend pas moins précaire non plus dans la réalité des faits. Donc, je ne sais pas si Lisa, tu as des chiffres à nous dire. Dis-nous des chiffres. Je suis insupportable. Désolée les gars. Alors, en gros, pour vous donner une petite idée, il y a quasiment un jeune sur deux qui travaille au cours de l'année. C'est 44% qui travaillent pendant l'année. Et dans ces 44%-là, du coup, c'est un étudiant sur 10 qui nous décrit le fait qu'il a une activité qui est extrêmement concurrente avec ses cours, exactement. C'est encore pire pour les étudiants internationaux parce que du coup, eux, c'est 2 étudiants sur 10 qui ont une activité très concurrente vis-à-vis de leurs cours. Ça s'explique par une chose, parmi beaucoup d'autres, Bienvenue en France, qui est du coup une réforme qui a été posée sous Macron assez récemment, qui fait que les étudiants internationaux dans les universités qui décident de l'appliquer payent 16 fois plus de frais de scolarité que les étudiants français ou européens. Donc c'est juste énorme. Pour vous donner une petite idée, du coup, les frais de licence, c'est 260 €, quelque chose comme ça. Donc c'est plus de 2500, 2700 pour les étudiants internationaux. Et donc ça, c'est appliqué au Havre. Et, donc c'est réservé à une élite, en fait. Exactement. Et du coup, nous, on considère que c'est vraiment une réforme qui est profondément raciste. Pourquoi ? Parce qu'en gros, pour eux, c'est un moyen d'attirer les étudiants internationaux, parce qu'ils ont une réflexion qui est celle que quand tu payes ton diplôme cher, en fait, ton diplôme a plus de valeur. En gros, parce que c'est une doctrine libérale, une vision de l'université libérale, on pourra développer un peu après. Mais, et en fait, en gros, ça, c'est une doctrine qui est partagée notamment dans les pays du Nord, en Asie, aux États-Unis, au Canada, etc., et dans le reste de l'Europe. Sauf qu'en fait, déjà, cette doctrine-là fait que c'est problématique et que c'est pas accessible. Mais en plus de ça, les frais d'inscription, étant donné que les monnaies sont pas les mêmes, ce que tu vas payer en euros va pas être la même chose que ce que tu vas payer dans d'autres pays qui ont des monnaies différentes. Par exemple, pour vous donner une petite idée, il y a une étudiante de Strasbourg qui était brésilienne, qui venait étudier en master, et elle nous disait, en gros, pour moi, payer 1 an de frais de scolarité pour mon master, ça équivaut à payer 13 fois le SMIC brésilien pour 1 an d'études. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'elle bosse plus d'1 an au SMIC pour réussir à payer 1 an d'études. Rendez-vous compte, c'est juste gigantesque. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est problématique. Et donc en fait, c'est vraiment un tri racial, dans un sens, très raciste. Attendez. C'est vraiment un tri raciste parce que du coup, tous les pays du Sud qui souvent ont moins accès, à une monnaie différente, etc., moins d'accès financier, en fait, sont vraiment coupés des universités françaises. Et voilà. C'est classiste aussi parce que j'imagine que même dans les pays pauvres, c'est forcément les enfants de gens très riches qui peuvent se payer ce genre d'études à l'étranger, quoi. Ouais, puis encore exactement. une fois, l'université du Havre applique Bienvenue en France, mais en disant oui, on les fait payer 16 fois plus que la première année, mais après ils sont exonérés. Donc ça va. Parce que en fait, en ne faisant pas payer les frais de Bienvenue en France aux étudiants internationaux, en fait, ça les met dans une position compliquée vis-à-vis de l'État. Donc ils ont trouvé un compromis qui est de faire payer uniquement la première année. Sauf que en fait, il n'y a pas de compromis à avoir. C'est scandaleux sur tous les plans. Et De toute façon, quoi. Exactement. Et pour rebondir là-dessus, c'est important de comprendre que ça, c'est pas mis en place dans toutes les universités, c'est vraiment un choix de l'université. C'est appliqué que dans 27% des universités en France. Donc vraiment le Havre, et sachant qu'on est, je crois, la ville en France en proportion à avoir le plus d'étudiants internationaux. Donc en fait, c'est vraiment important, et en fait, c'est juste un moyen de financer l'université autrement en mettant le prix de l'université, non pas sur l'État et sur les personnes qui ont de l'argent dans la société, mais sur les étudiants les plus précaires. Et ça, c'est vraiment un problème. Et c'est un truc qu'on voit dans plein d'autres cas dans l'université. Voilà.
Et on voit aussi que ça a fait partie un peu comme sur la question aussi des travailleurs sans papier, de la petite lubie de l'extrême droite de faire croire à travers un contrat racial pour avoir des électeurs, pour faire une promesse, comment on va promettre que l'accès aux études dans ce cas-là, mais au travail c'est la même chose, comment en renvoyant justement les étrangers qui veulent y avoir accès, comment on va prioriser les Français, alors que la réalité qu'on voit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que de toute façon il y a une diminution des cursus, une diminution des moyens, et que c'est toujours la carotte éternelle qui va leur permettre de capter l'électorat en libéralisant les universités et en les rendant plus de droite, parce qu'ils vont couper les secteurs de la sociologie, les secteurs qui nous permettent à nous, la culture, etc. Et donc c'est aussi dans cette démarche-là, dans cette continuité-là. Oui, exactement. C'est encore une fois laisser la place à l'extrême droite dans nos universités. C'est des choses qu'on voit. Il y a des syndicats étudiants qui défendent ça. Aujourd'hui, on ne l'a pas forcément au Havre énormément, mais je sais que à Sciences Po, par exemple, c'est quelque chose de très présent. On a l'Uni, la Cocarde, etc. Ça, on va en venir après. Ouais. Mais d'abord, je vais finir sur la précarité. Tu vois. Désolé, en plus, c'est moi qui t'ai lancé là-dessus. C'est moi qui lance sur. J'ai tendance à partir un peu en vadrouille. Non, mais c'est pas grave. Mais carrément. C'est moi aussi qui ai lancé. Mais d'abord, je voulais finir sur la précarité pour que les gens se rendent compte un peu de qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant aussi, la précarité. Là, on a parlé de la précarité beaucoup par rapport justement aux étudiants étrangers, que ça fait déjà un tri racial et aussi que ça fait un tri classiste. Mais il y a aussi la réalité des étudiants, on va dire, qui arrivent quand même à passer le pas de l'université. On voit de plus en plus de difficultés par rapport au logement, de plus en plus de difficultés par rapport à la nourriture. C'est quoi ? Parce que je pense que les gens, souvent, fantasment la vie étudiante, rêver faite de fête et de légèreté. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi vous êtes confrontés ? Tu veux faire le point sur Vas-y, commence. Je peux commencer. Donc déjà, on a une vraie problématique que tu n'as pas évoquée dans ta question, mais que je vais quand même ramener sur le tapis, c'est l'accès à la santé. Parce que le service de médecine préventive du Havre actuellement n'est pas suffisant pour endiguer les besoins de tous les étudiants de l'université. Parce que, en fait, pour vous donner une idée, on n'a qu'une seule infirmière pour les 2 IUT. Il y a 2 IUT au Havre, il y a le site de Cocrioville qui est en ville haute et le site de Frissard qui est à côté des docks. Il n'y a qu'une seule infirmière pour l'IUT entier. Du coup, elle est à Cocrioville la plupart du temps et elle va 1 jour par semaine à Frissard. Ça veut dire que si le reste du temps, tu as besoin de voir l'infirmière pour telle ou telle raison, il faut prendre rendez-vous et il faut anticiper que tu aies besoin de voir l'infirmière. Sinon, si t'as pas ton problème le mercredi, c'est tant pis pour toi. Pareil, il y a une psychologue qui est présente sur le campus. Elle est sur le site de la fac 1 fois par semaine et 1 mercredi sur 2 à l'IUT Frissard. C'est pas assez. Et ensuite, on va rentrer dans une autre encore problématique qui est de l'accès à la santé plus générale. C'est que sur une année, en tout cas en BUT, au-delà d'un certain nombre d'absences que tu n'as pas justifié par un certificat médical, tu peux être privé d'avoir ton semestre. Le problème, c'est que pour avoir un certificat médical, il faut trouver le moyen de voir un médecin. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. La Normandie est le 3e désert médical de France. C'est impossible d'avoir un rendez-vous médical. Et en plus de ça, imaginez quand vous ne parlez pas français. Voilà. Oui, mais même quand tu es un étudiant qui vient d'ailleurs qu'ici, que tu n'as pas une attache havraise, des parents, des trucs, c'est impossible d'avoir un médecin. C'est impossible d'avoir un médecin. Et ensuite, quand bien même tu arriverais à avoir un rendez-vous avec un médecin, il faut le payer le rendez-vous avec le médecin. Exactement. Parce que si tu n'es pas bénéficiaire par exemple d'ALD ou si la consultation passe pas sous le coup de ton ALD, tant pis pour toi encore une fois. C'est ça. Les mutuelles étudiantes, pour vous donner une idée, c'est vraiment quelque chose qui coûte extrêmement cher. On va revenir à peu près, mais en gros, pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a un étudiant sur 2 qui, après avoir payé toutes ses charges, il lui reste moins de 100 € pour vivre. Voilà, donc on n'appelle pas ça vivre, on appelle ça survivre. C'est ça, parce que après, quand tu as fini de galérer avec le médecin, faut bouffer. Parce que le médecin, pendant le rendez-vous, il te dira vous mangez pas assez. MDR Pour parler comme ça. Voilà, et donc par exemple, les mutuelles étudiantes, c'est genre 35 € par mois. On n'a pas les thunes de payer ça. Et en fait, ça monte très vite, les frais et même.
C'est ça. Et en fait, même à ce niveau-là, par exemple, juste l'hygiène de vie, déjà se nourrir c'est compliqué, mais tout ce qui va être acheter des produits, genre le dentifrice, les trucs comme ça, et surtout les protections périodiques pour les personnes menstruées, c'est un vrai problème. À l'université, on a des initiatives qui se montent pour aider, etc. Nous, on crée des distributions alimentaires et de produits d'hygiène aussi, parce qu'on sait que c'est quelque chose auquel il est très difficile d'accéder. Mais ça, la précarité menstruelle, c'est un truc dont on parle pas assez non plus, et qui est extrêmement présente, et pas que pour les étudiants et les étudiantes évidemment. Mais oui, en fait, au-delà de ça, on parle de la santé, mais effectivement, il y a la problématique pour se nourrir et du logement, on va revenir dessus. Mais au-delà de ça, juste quand on parle de vie en fait étudiante, tout ce qui va être l'accès aux loisirs, c'est déjà un truc qu'on peut pas payer. Par exemple, tout ce qui va être les soirées, tout ce qui va être aller au cinéma, ça va vite coûter 10 € la soirée. Quand on veut faire du sport, parce que c'est facile de dire oui, bah les étudiants, vous avez qu'à vous cultiver, machin, vous pouvez faire des sorties, aller au cinéma, je sais pas, tout ce que vous faites c'est boire. Bah déjà, faut avoir l'argent d'acheter de l'alcool pour boire, premièrement. Et ensuite, en réalité, ça coûte moins cher de faire une soirée avec des amis que par exemple d'aller au cinéma. Ça coûte moins cher de faire une soirée avec des amis que d'aller voir un spectacle au théâtre de l'Hôtel de Ville. Oui, mais dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent ouais, il n'y a pas de vie, tu vois, il n'y a pas de mouvement étudiant de vie, machin. Mais forcément, ils n'ont pas la thune, il n'y a pas la thune en fait. C'est ça. Et au-delà de ça, on voit pas les trucs. Voilà, il n'y a pas la thune. Et au-delà de ça, c'est un isolement qui est vraiment important. Même au sein d'un groupe de potes où genre c'est toi qui as le moins de thunes, des fois tu vas être isolé juste parce que tu peux pas les suivre. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, ce que je veux rappeler pour notre camp politique, hein, parce que bon, nous, le Havre des luttes, on n'est pas neutre et ça, on l'a jamais caché, et que les autres secteurs de la lutte vont devoir prendre en compte, et ça, on va y revenir après, là, on va rester un peu sur la précarité, mais on va y venir après, c'est que instaurer dans une société jeune déjà la culture de l'individualisme, de l'isolement et de la précarité, et que la seule façon de s'en sortir, c'est à travers les peu de canaux que vont amener le capitalisme et le libéralisme, c'est-à-dire la démerde, les petits boulots, le fait de se démener à s'en sortir. Mais en fait, c'est aussi nous, plus tard, on les paye dans nos luttes. Quand aujourd'hui, on se plaint, moi, souvent, et nous-mêmes, hein, on en parle, nous, on a de la chance, au Havre des luttes, on a une moyenne d'âge un peu plus basse, mais souvent, on entend les vieux militants se plaindre, il n'y a pas de jeunes. Oui, il n'y a pas de jeunes, mais on ne lutte pas forcément pour que les jeunes aient accès à la lutte, l'accès matériel, temporel. On ne prend pas, nous, la responsabilité aussi d'aller vers eux et d'essayer de comprendre leurs problématiques, de collectivisation. Et bon, on va en venir après avec l'aspect politique, mais c'est aussi défendre le fait de lutter contre la précarité des plus jeunes et des étudiants. C'est aussi pour notre camp nourrir les militants de demain et ceux qui vont faire la société de demain dès aujourd'hui, en leur laissant le temps de collectiviser. Et même dans la façon de travailler à l'université, avoir le temps, c'est aussi avoir le temps de faire une université différente. C'est-à-dire travailler collectivement dès le départ, parce que tout ça, on est en train de former des travailleurs qui s'habituent à être seuls avec l'ordre descendant et la démerde comme tout cap, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que nous, avec le syndicat, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, sur l'idée des temps conviviaux, etc. Donc en fait, toutes les actions qu'on va mener, même si c'est des actions de solidarité, elles vont toujours avoir un sens politique. On explique pourquoi est-ce qu'on le fait, parce qu'il n'y a pas assez de budget qui est mis en place par le gouvernement, etc. Et aussi, il y a un aspect toujours social qu'on met en avant. Par exemple, là, on est en train de travailler sur un projet qui est en fait de faire des ateliers cuisine solidaire, parce qu'on sait que les étudiants ont du mal à se nourrir, mais aussi du mal à savoir cuisiner, etc. Et en même temps, on va en faire des temps de rencontres. Donc avec les gens qui s'inscrivent, ça serait, on ferait des groupes avec des gens qui viennent de filières différentes, etc., pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est hyper important. Et nous, on sait, en fait, c'est toujours... la lutte se fait dans la fête, dans ce sens-là aussi, en fait, si on ne crée pas d'endroits pour que les gens se rencontrent, partagent leurs difficultés, etc., on ne peut pas construire de lutte. Oui, et le collectif aujourd'hui est aussi beaucoup plus dur dans le sens où même les démerdes un peu... Enfin, moi je pense à mon époque, par exemple, tu avais toujours la petite alternative, c'est le squat. Étudiant, démerdard, allez, quelques années de squat, t'as le collectif. Là aujourd'hui, ouvrir un squat, si tu te mets dans des problèmes pénaux pour je sais pas combien d'années. Vas-y Alexis, tu veux dire non, mais en fait, j'allais partir là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il faut construire des lieux, mais comment faire? Parce que les lieux sont... Par exemple, comment le lieu qui est là, il est géré comment?
Alors là, on va s'attaquer à nos... voilà, mais en gros, nous, vous l'avez vu, on a vraiment une dimension qui est politique. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Havre, c'est qu'il y a une organisation qui s'appelle la FED, qui fait partie d'un truc national qui s'appelle la FAGE, qui est en gros une sorte de confédération d'étudiants, etc., qui, en gros, organise les associations étudiantes. Donc, en fait, c'est un regroupement de BDE. Qui a un vernis de revendication, mais qui au final ne fait très c'est-à-dire que leur... des bureaux des élèves, donc en gros c'est l'idée que... Ouais, c'est ça, merci. Donc, je te laisse continuer sur, mais tu avais commencé. En fait, c'est-à-dire que leur mode d'action, ça va être de dire oui, on est contre la précarité étudiante parce que c'est pas bien. Par contre, ça n'a rien de politique, attention. Oui. Et puis, nous, on a trouvé un truc qui fonctionnait bien pour expliquer, c'est on traîne les symptômes, pas la maladie. Donc typiquement, il y a l'Agorae qui est juste derrière nous. C'est un espace qui est fait pour les étudiants, par les étudiants, etc. Où il y a des choses très intéressantes. Il y a une épicerie solidaire avec des prix réduits par rapport au prix du marché, etc. Il y a une laverie solidaire qui est accessible. Par contre, c'est pas assez ouvert. C'est assez ouvert que certains jours dans la journée. Il n'y a pas d'espace pour se rencontrer. En fait, c'est un truc qui est... Voilà. Et surtout, c'est pas accessible à tous et toutes. Parce Oui. alors, au Havre, je suis pas sûre parce que j'ai vu différemment sur leur Insta, mais dans les autres villes en France, parce que ça existe dans d'autres villes, c'est accessible sur conditions financières. Donc, c'est accessible sur condition parce que, c'est-à-dire que, en tout cas, au Havre, à l'Agorae, sauf les jours d'Open Agorae où tout le monde peut venir, en fait, c'est réservé, c'est littéralement fait sur critères sociaux, comme la bourse. Et encore une fois, ne pas être boursier, ça ne te sauve pas de la précarité. Je ne suis pas boursier, il me reste actuellement 80 centimes pour finir le mois jusqu'aux APL. Voilà. Très tôt dans le mois. on est le 1er octobre. Voilà, alors, petite précision, les APL il reste 9 € sur mon compte. arrivent le 5 du mois. Donc là, par exemple, c'était mes APL du mois de septembre, il m'en reste que 80 centimes pour... du coup, je peux acheter... je peux acheter même pas un paquet de pâtes, c'est plus cher que ça. Ouais. Non mais oui voilà donc et en fait c'est une problématique, genre il y a un étudiant sur deux qui saute des repas pour des questions financières, donc les Agorae et toutes les autres initiatives étudiantes qui existent, il faut les ouvrir à tous et toutes, et encore une fois les étudiants internationaux n'ont pas accès aux bourses, donc ça c'est un autre débat encore. Les Agorae, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à l'Agorae, donc c'est pas possible, et en plus de ça les Agorae pour y rentrer il faut remplir des papiers, etc., comme pour les distributions dans les restos du cœur, etc. Et en fait, il faut faciliter aussi les démarches administratives. Voilà. Oui. Et on oublie aussi, moi je reviens sur ma prolo ERA, hein, c'est de là d'où je viens. Non, mais on oublie aussi, moi je vois le côté humiliant que ça a. Tu vois, il y a le côté remplir des papiers, se justifier, t'es là, vas-y, c'est la merde, j'ai déjà pas quoi bouffer, je sais pas si je vais payer mon loyer à la fin du mois. Et en plus de ça, il faut que je m'abaisse à justifier chaque petit truc. Est-ce que je serai assez pauvre et assez... Enfin, moi vraiment, il y a une démarche là-dedans que je trouve insupportable, quoi. Je comprends que vous soyez... Il y a aussi, tu dis le côté humiliant, mais il y a beaucoup de gens que je vois sur les réseaux dire « Ah ouais, mais ils profitent, ils vont chercher les trucs ». Mais il y a un côté humiliant aussi de faire la queue au Resto du Cœur. Faut pas croire hein, que c'est un plaisir, c'est juste que c'est une nécessité en fait. Et c'est effectivement hyper humiliant. Enfin, en fait, il y a un dispositif, en tout cas à l'université du Havre, qui n'est pas connu de tous, mais en fait, c'est possible de demander au CROSS une aide ponctuelle quand quand c'est vraiment pas possible. En fait, qu'on soit boursier ou non, on est éligible à cette aide en rencontrant l'assistante sociale. C'est un truc que moi j'ai appris genre vraiment par des moyens super détournés. Enfin, en fait, c'est pas dire clairement. Et en plus de ça, on te demande tes 3 derniers relevés bancaires, et du coup, t'es en mode On te demande les relevés bancaires. Les relevés bancaires. C'est-à-dire, c'est pas juste... Attends, excuse-moi. C'est pas juste les justifications de revenus, mais les relevés bancaires. C'est-à-dire, les gens savent exactement ce que tu as acheté, ce que tu as payé, etc., etc. Exactement. En fait, on nous demande exactement le détail de nos dépenses, et du coup, ça nous met dans une posture super humiliante parce qu'on est en mode si ça se trouve, ils vont penser que je fais juste n'importe quoi avec mon argent, alors que en fait, qu'on fasse n'importe quoi avec son argent ou pas, on n'est pas censé terminer à 80 centimes pour finir un mois. Ouais, tout à fait. Et ça s'inscrit dans un truc qui est très présent, même dans le système des dispositifs de bourse, qui est l'infantilisation des étudiants. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, par exemple, les systèmes de bourse sont sur condition de revenus des parents.
Donc ça veut dire qu'on est toujours relié à nos parents, alors qu'on est nous-mêmes autonomes et qu'on vit parfois dans des villes différentes. Il y a aussi un problème, notamment pour avoir il y a des étudiants qui sont en situation de rupture avec leur famille, pour plein de raisons différentes, parce que pour situation psychologique, pas pour transphobie, etc. etc. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, mais c'est une galère pour réussir à obtenir ça dans un contexte administratif. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on propose le fameux revenu d'autonomie universelle, parce qu'en fait, par exemple, pour revenir sur la Fed, eux, ce qu'ils proposent, c'est que ça soit conditionné au revenu des parents. Donc encore une fois, qu'on soit mis, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est que les étudiants aient leur propre revenu fiscal et qu'on crée en fait une nouvelle branche de la sécurité sociale pour qu'on crée un nouvel âge de la vie qui est celui de la jeunesse. Moi, je vous conseille d'aller voir nos conférences avec Monsieur Bernard Friot de Réseau Salariat, voilà, que nous avons déjà reçu 2 fois et que voilà, plein de bisous Bernard. Bernard est doux, Bernard est le meilleur. Oui, on t'aime Bernard. Et en fait, oui, donc c'est vraiment hyper important pour l'émancipation étudiante que les bourses arrêtent d'être conditionnées et toutes les autres aides en fait vis-à-vis des parents. En plus de ça, c'est un truc qui existe dans les pays du Sud, en Europe en général, mais le fait, en fait, ça fait peser un poids pour les familles. Au-delà de ça, et en fait, toutes les aides étudiantes sont pensées en complément des aides de la famille. Sauf que ça ne fonctionne pas, surtout dans le cadre où on a une inflation énorme, des loyers, même du Crous qui augmente, etc. etc. Alors que les bourses ne sont pas indexées sur l'inflation, et ça depuis longtemps. Donc en fait, on a de plus en plus d'étudiants qui sortent des bourses. On a 2,85% des étudiants qui sont sortis des bourses depuis 2007, et ça continue et ça continue. Et 70% des étudiants sont dans les premiers... parce que vous savez, la bourse, en gros, c'est sur 6 niveaux, si je dis pas de bêtises. 7, ouais, avec 0 bis. 7 avec 0 bis. Et en fait, par exemple, quand vous êtes 0 bis, typiquement, déjà le nom, laissez tomber, vous avez 150 € par mois d'aide, etc. 0, vous avez un peu plus. Et en fait, ça veut dire que la plupart des étudiants sont dans ces premières aides-là, mais sont boursiers quand même. Voilà. Donc, en gros, 150 € par mois, c'est rien. Enfin, genre, encore une fois, ça ne permet pas de vivre, quoi. Ouais, et il faut... Je vais faire le pont avec la prochaine question, en plus, c'est super. Après aussi, moi, il y a, tu sais, souvent, dans notre camp, on essaye de répondre au camp d'en face, c'est-à-dire à la droite, sur ces arguments-là un peu comptables de combien il faut pour survivre, comment la débrouillardise, est-ce que c'est des flemmards ou pas. Il y a aussi derrière une question idéologique, et c'est en ça que nous, le Havre des Luttes, on défend toujours la question. Donc, il faut aller pleinement dans la politique, pas en avoir honte, c'est décider comment est-ce qu'on vit ensemble, mais on est dans une démarche du plus jeune âge, dès les gamins jusqu'aux étudiants et jusqu'à la fin de la vie, on est dans une démarche systématiquement comptable. On se fait niquer sur la question parce qu'on est sur une hygiénisation constante de nos vies selon des critères qui ne sont pas les nôtres. Quand la sécurité sociale c'est généralisé, c'est créé et tout ça, la base c'est chacun selon ses besoins. Et s'il y a bien un truc qui est clair, hors exception qui n'ont pour le coup aucun impact comptable, c'est dans les moments où il y a eu, parce que maintenant c'est plus compliqué avec les déserts médicaux et tout ça, mais dans les moments en France où il y a eu le plus grand accès, le plus large accès aux soins médicaux, et où donc les gens ont la garantie continue d'avoir accès quel que soit le besoin, il n'y a jamais eu de surutilisation. C'est le principe même de la collectivisation. C'est que quand tu as la garantie que la société, le collectif te garantit par exemple un logement, on est dans une ville, il y a des étudiants qui en chient à se loger, on est dans une ville, il y a plus de 10 000 logements vacants. Ouais. Et on va culpabiliser les étudiants qui n'ont pas de logement et on ne va pas interroger les quelques familles qui vont être propriétaires de dizaines d'immeubles. On marche sur la tête, quoi. C'est ça. Encore une fois, on fait payer aux plus précaires. Ouais. Voilà. Puis en parlant de logement, actuellement les logements Crous, en fait, ils sont même pas moins chers qu'un logement chez un particulier qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que là, les logements Crous ont encore augmenté de 13 € au niveau du loyer, ce qui fait qu'ils payent presque 390 € par mois. C'était ce que moi je payais l'année dernière. Ils ont augmenté cet été parce que jamais trop, hein, toujours dans l'excès. Mais du coup, même habiter en logement Crous, ça devient compliqué en fait. Et ça coûte cher et surtout parfois les conditions de vie sont pas ouf. On a eu des problèmes au Havre avec le Crous qui est juste à côté de la vigne. On a des étudiants qui nous disent qu'il y a tout un bâtiment qui a été infesté de cafards. C'est des étudiants qui ont dû repayer les frais de travaux, etc. J'ai une étudiante qui m'a dit à un moment donné, on a vécu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec des cafards. Ça a été un enfer. Ils ont mis énormément de temps à venir pour dégager les cafards, etc. Ils ont repeint un mur parce qu'il y a eu des infiltrations à cause des cafards. Et le Crous
tous leur affaires. Spécialité de la ville, ils font pareil aussi pour les logements pour les réfugiés. Oui. C'est blindé de cafards, de rats, de souris. Même les logements sociaux, j'ai fait du porte-à-porte dans d'autres quartiers de la ville où c'est pareil, il y a une famille qui nous disait le premier logement infesté de cafards, on a mis 3 mois à nous déloger pour aller dans un nouveau logement qui était encore plus infecté de cafards, deux enfants en bas âge, voilà, donc je vous laisse imaginer la détresse. Effectivement, c'est le cas pour les étudiants aussi, surtout qu'en général on peut encore moins bouger parce qu'on n'a pas de voiture, donc on peut pas déménager facilement. Je vous dis, les déménagements où il faut bouger des trucs en caddie, c'est une vibe. Et il faut avoir les frais de dossier, il faut Aussi, avoir les aussi. moyens de caution, Ouais. tout ça. Mais ça coûte très très cher de se loger aussi quand on est seul. Bref, c'est tout un débat. Ouais. Puis encore une fois, dans un autre cruise, du coup la cité ad hoc, le cruise dans les conteneurs en gros, c'est dans des conteneurs du coup, c'est pas isolé, c'est-à-dire qu'il fait 35 degrés dedans l'été. J'ai une amie du coup qui a emménagé dans ce cruise là, qui a galéré pour avoir son logement cruise, etc. Mais du coup elle a emménagé cette année, elle a eu un problème avec son chauffe-eau. Mais en fait, il y a 3 fois un technicien qui est venu passer. Le problème n'était pas réglé. Le problème, c'est que normalement, il y a une petite case à cocher sur le formulaire quand tu le remplis pour une demande d'assistance où tu précises bien que tu veux pas que les techniciens viennent quand t'es pas là. Mais en fait, on n'est jamais là. C'est-à-dire que de 8h à 19h, on a cours. Et du coup, on fait quoi Du coup, on autorise le technicien à venir pendant qu'on n'est pas là, alors que c'est aussi humiliant dans une certaine mesure, parce que avoir quelqu'un que tu connais pas qui vient chez toi, machin, tu sais pas ce qui va se passer, etc. Encore plus quand t'es une femme ou une personne perçue comme femme, tu sais pas ce qui peut se passer en fait. Et du coup, oui, c'est une situation très compliquée dans les crous. C'est vraiment une atteinte à la dignité dans certains cas où à 6h du matin, t'as un mec qui débarque, t'es à moitié à poil. Ça arrive à énormément d'étudiants et ça, c'est un vrai problème. Et au-delà de ça, tu parlais du mal logement, le fait qu'effectivement, on a des problèmes d'isolation et tout ça. Pour vous donner encore les petits chiffres, c'est un étudiant sur 10 qui vit dans moins de 9 mètres carrés en France. Je rappelle, moins de 9 mètres carrés, c'est illégal. Hein. Enfin, voilà. Et souvent pour des loyers extrêmement chers. C'est 7 étudiants sur 10 qui a un problème d'isolation. Donc que ça soit du bruit, etc. etc. Pour petite anecdote, les fenêtres chez moi ne ferment pas. Voilà, ça fait 3 semaines et demie. C'est pratique au Havre. Ça va devenir compliqué. Voilà. Hein. Au Havre où il pleut pas du tout, Côté... il fait pas froid. Voilà, avec les fenêtres évidemment côté mer. Voilà, donc vive le vent. Vive le vent d'hiver. Moi, pour faire le lien avec justement ce côté hygiénisation de nos pensées, où on va parler que chiffres, etc., sans jamais penser les gaps sociaux qu'il y a entre ceux qui ont plein d'immeubles et de ça, toutes les problématiques que vous disiez. Et en face de ça, ça nourrit un camp quand même, un camp politique. Et l'année dernière, nous notamment, on avait eu des messages de camarades avec des photos nous informant que l'Action française avait distribué tranquillement des tracts devant l'université. Et moi, ce que j'ai trouvé personnellement inquiétant, c'est que notre désorganisation dans notre camp et le fait, comme on disait tout à l'heure, de ne pas avoir su créer de liens qui sont en train de se faire en ce moment, et tant mieux, et d'ailleurs, là on est la preuve, ils ont pu distribuer tranquille, finir, partir. Je vais juste dire un truc vite fait. À Rouen, pas plus tard que là, le week-end dernier ou en début de semaine, il y a eu trois personnes de l'Action française qui sont venues défoncer des gars dans un bar et tout. Donc il faut qu'on se prépare. Oui. Je pose la question, parce que je vous vois frais, donc comme ça je dégaine la question. Mais justement, plus largement que ces cas-là, est-ce que vous voyez un enjeu politique au niveau de l'université? Quelles sont vos observations et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Totalement. Alors déjà, il faut savoir que l'Uni, c'est très minoritaire parce que c'est principalement porté par les gens de Rouen. L'Uni est le syndicat étudiant d'extrême droite. Du coup, propos racistes, misogynes, transphobes, vraiment la totale. Et en fait, quand on voit leur programme au Havre, parce qu'il y a eu des élections l'année dernière, donc j'ai vu passer leur mail de campagne. Leur mail de campagne, c'est l'équivalent de l'enseignement supérieur de il y aura plus de frites à la cantine. Genre vraiment, aucune revendication politique. Il y a des programmes où ils proposaient le retour de la bière au Crous, pour vous donner une idée. Voilà, leur programme, c'est plus de cendriers sur le campus. Et il n'y a aucune blague, c'est marqué noir sur blanc. Leur
programme, est-ce que c'est leur programme affiché? Parce qu'au final, Leur programme affiché. Parce que en fait, ils se cachent derrière une façade, en tout cas au Havre, parce qu'à Rouen, c'est très assumé. Au Havre, ils se cachent derrière une façade un peu... on s'occupe des intérêts des étudiants, même pas forcément festif, mais vraiment, on veut faciliter la vie des étudiants. Et vraiment, derrière... quand tu vois leur mail de campagne, tout ça, pas une seconde tu te dis c'est l'extrême droite. C'est surtout en fait, pour à chaque fois qu'ils gagnent des sièges dans les élections, déjà ils ne font évidemment rien pour défendre les droits des étudiants. On les voit même pas en conseil la plupart du temps. Moi du coup je siège dans un des conseils de l'université et il n'y a vraiment ils ne viennent jamais, quoi. Ils sont même pas là en formation, etc. Tout ça. Et en fait, c'est vraiment juste pour gratter des thunes. Je me permets le truc parce qu'en gros, quand on a des élus dans les conseils, on a des thunes de l'université, du national, etc. Et ça leur permet de derrière financer des groupes d'extrême droite qui peuvent être violents. Tu parlais tout à l'heure des attaques de l'Action française, de l'Uni, quoi que ce soit, parce qu'ils sont évidemment aussi très actifs en termes de, pour aller attaquer les gauchistes dans les universités, ça se fait beaucoup. Et aussi sur tout ce qui va être mettre en place le racisme, l'antisémitisme, etc. dans les universités, c'est très présent. À Strasbourg, vous avez peut-être entendu parler des saluts nazis ou encore donc publiquement, voilà, c'est plus près. Voilà, c'est plus près de chez nous. Ou alors même de jeux de cartes antisémites qui étaient distribués avec lesquels ils faisaient des soirées et tout. Donc c'est aussi un truc contre lequel nous on se bat et c'est hyper important de l'avoir en tête. Et en fait, ce que je disais, donc en fait c'est juste pour gratter des thunes, pour gratter des sièges, pour ensuite gratter des thunes, être présent au CNESER notamment, qui est le Conseil national, j'ai plus le terme exact, mais le Conseil national avec notamment le ministre de l'Éducation, voilà. Et c'est vraiment juste pour... c'est même pas une... ils développent même pas tant que ça leurs idées, en fait. C'est plutôt derrière financer des... C'est ça, parce que si je peux me permettre, voilà. l'Uni, c'est vraiment la façade de l'extrême droite, dans le sens où ça va être... ils vont prendre des gens qui sont pas forcément des militants, etc., mais qui ont des liens avec d'autres orgas fascistes du type l'Action française, les normaux à Rouen, les identitaires, l'Active Club, ce genre de choses. Me fait toujours rire, les normaux. Franchement, moi j'aurais honte. Et t'es quoi, je suis normal. C'est très hollandiste. Mais du coup, c'est très hollandiste, je suis normal. Les normaux. Mais vraiment. C'est ruffiniste, je suis désolé. Mais c'était Hollande qui disait je suis le président normal. Oui, non, mais c'est Ruffin qui essaye d'être normal par contre. Voilà, et du coup, l'Uni va avoir ça fait du pain perdu. À chaque fois qu'il dit Ruffin, il me pointe moi. Parce qu'on a vécu des réunions tard l'époque. Toi-même, tu sais. Des tard l'époque, mais j'en pouvais plus de lui depuis. Vous avez remarqué comment ça le fait démarrer? On va le démarrer, Ruffin. Non, mais en vrai, c'est super. Ça fait peur dans une certaine mesure. Le fait que l'Uni ce soit juste un peu le front présentable de l'extrême droite, parce que en général c'est des gens qui vont avoir des liens avec l'Action française, les identitaires, les nazis, tout ça, tout ce beau monde en fait, et qui vont après être sur des actions beaucoup plus violentes. Enfin, tu parlais des agressions dans les bars à Rouen, ça va être typiquement pas forcément des gens de l'Uni. Eux, c'est plus le type à se mettre à côté des manifestations de gauche et dire elle est gauchiste, machin. Ou alors dire la France en français à côté d'un camp de migrants. Enfin, mais un peu loin quand même. Un peu loin, en voiture. Qui les étouffe, hein. C'est quand même pas le courage qui les étouffe. Mais au-delà de ça, ça participe aussi à une normalisation de l'extrême droite, parce que le fait que l'extrême droite soit dans les conseils, dans les institutions de l'université, etc., ça facilite aussi évidemment le développement de leurs idées. Et ça, c'est très important de faire un autre barrage républicain, aussi au sein des universités, comme on a essayé de le faire pendant les législatives, etc. Oui, et moi je pense que ce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi à l'extrême droite, c'est que contrairement à notre camp, eux n'ont pas forcément besoin de beaucoup... ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une emprise organisationnelle, convaincre des gens, etc., etc. Ils sont patients, déjà. Ouais. Ils ont des moyens. Ils savent de plus en plus s'organiser. Nous, on vient d'une génération où on disait « Oh, l'extrême droite en Europe, ça n'arrivera jamais. » Ils tirent toujours sur la gueule. Moi, j'entendais beaucoup ça à gauche et moi, je me prenais beaucoup la tête avec des gens en disant « Jusqu'au jour où ça arrivera. » Bon, c'est en train d'arriver. Hein. Et nous...
on est plus vieux, donc on le voit aussi avec nos enfants. On entend beaucoup parler des syndicats, pas des syndicats, des associations de parents d'élèves que Zemmour, avec certaines associations, etc. Et avoir une maîtrise. Ce qu'il faut prendre en compte. On voit aussi TikTok et la facilitation du masculinisme, des idées d'extrême droite qui sont attirantes parce que bébête et que c'est facile à vendre. Ouais, mais c'est toujours, faut un peu s'expliquer, faut faire des émissions le soir d'une heure et demie pour expliquer tous nos trucs. Eux, ils font une petite vidéo TikTok de gogol et ça plaît, tu vois, comme vendre plus de cendriers, vendre, l'idée d'avoir plus de bière pour les étudiants, tu vois, c'est des idées, ils s'en foutent d'avoir du fond. Mais ce qu'il faut pas, et après je te passe le micro, je voulais juste finir mon truc. Ce qu'il faut pas sous-estimer, il y a tout le truc, vendre, ce que tu dis, tu vois, les mesures faciles. Nous par contre dans notre camp, on le voit ici au Havre, on est un bassin ouvrier où il y a aussi une grosse séparation entre le monde ouvrier et les études supérieures qui est créée par la ville. On a un maire qui aide pas à ça, qui est créé par la situation des universités au Havre, par plein de choses. Et moi je vois aussi comment le discours de l'extrême droite de regarder ces wokistes condescendants envers le monde ouvrier, regardez, ils vous piquent votre argent pour des choses à sociologie, des choses qui servent un petit peu à rien et tout ça, comment ça crée aussi dans notre camp une séparation. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'université, c'est le lieu d'émancipation des enfants, des ouvriers. L'université est censée être gratuite, c'est censé être l'une des possibilités pour vos gamins d'être autre chose que de la main-d'œuvre et du bétail pour le capital, d'être de la main-d'œuvre pour des patrons. Vous le savez, qui vous exploitent de génération en génération. C'est à travers ces... Tu te fous de ma gueule, toi. Mais non, mais c'est à travers l'université qu'on a aussi un moyen d'organisation 68, etc. C'est pas pour rien que ce sont les étudiants qui créent des liens avec les travailleurs. Et moi j'aime bien quand on dit qui créent des liens, mais il y a aussi des étudiants qui sont des enfants de travailleurs. Pour qu'il y ait des liens, c'est qu'il y a des origines. Et il faut pas qu'on sous-estime ça. Casser l'université, c'est aussi casser l'émancipation des travailleurs. Voilà, et je vous laisse, mais je voulais en venir. Merci infiniment. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé mobilisation, mais nous déjà, on essaye effectivement de... en fait, ça va avec l'extrême droite, ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne politise pas l'université, on ne se bat pas contre l'extrême droite. Et le fait qu'on ait des organisations comme la FED, comme la FAGE, etc. au sein de nos universités, c'est comme les macronistes, des gens qui ne se battent pas et qui laissent passer l'extrême droite, voire qui l'accompagnent. Et en fait, ne pas travailler à faire ce barrage-là, c'est laisser l'extrême droite gagner. Ah mais c'est clairement leur dérouler le tapis rouge parce que en fait le problème c'est que le discours de l'extrême droite, c'est pour ça que pour eux les vidéos TikTok ça marche bien, c'est pour ça qu'ils ont un peu le vent en poupe, c'est parce que en fait si tu regardes plus profondément, tu te rends compte du vide intersidéral que c'est. Le truc, c'est que ils ont les médias derrière eux qui vont leur faire de la pub sans même qu'ils demandent. Ils ont des organisations comme la FED qui vont leur dérouler le tapis rouge sous couvert de « on fait pas de politique ». C'est pour ça. Pardon, ça tire sur la FED, mais à un moment, soyons réels 2 secondes. Soyons réels 2 secondes, en fait. Faire des initiatives, mettre en place des initiatives par et pour les étudiants sans les politiser, c'est ouvrir la voie à l'extrême droite. Et je sais ce que je voulais dire. Non. Attends. Et oui, et donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est mobiliser les étudiants, notamment pour déjà les amener dans les manifestations, créer des événements où on discute de la politique dans l'université, etc. Parce que c'est crucial pour la politisation des étudiants. Et à terme, qu'on rejoigne les manifs et qu'on aille aussi sur les blocus, aider les travailleurs en soutien. Parce qu'en fait, nous, on est des travailleurs en formation. Et c'est ça, c'est important de l'avoir en tête. On est les futurs travailleurs. Donc, évidemment, on essaye de s'émanciper parce que pour avoir une conscience, etc., peut-être faire de la recherche aussi, pour avoir une meilleure compréhension de la société et la transformer. Parce que le but d'un syndicat, c'est de transformer la société dans son fond, etc. Mais si on ne se mobilise pas, et qu'on n'accompagne pas les travailleurs dans leur mobilisation, on ne peut pas réussir à faire ça. Le problème, c'est qu'il faut aussi des espaces pour la mobilisation des étudiants. Donc il faut qu'on bouge toujours ces petites barrières-là qui sont posées pour la répression des étudiants, le fait qu'on n'ait pas accès à des salles, etc. Mais aussi le fait que, par exemple, les manifs tombent sur des heures où les étudiants et les étudiantes ne peuvent pas se mobiliser. Parce que, comme on l'a dit, les absences sont extrêmement sévères et beaucoup plus qu'elles l'ont été avant. Nos TD, si on loupe nos TD, c'est mort. Pour vous donner une petite idée, j'ai grillé toutes mes absences dans un de mes cours. Je ne vais pas le dire trop fort, mais parce que j'étais en manif, voilà. Mais c'est aussi un droit. Je suis citoyenne, j'ai le droit de participer à des manifestations. Sauf qu'en tant
tant qu'étudiant, on n'a pas le même statut que les travailleurs. Et ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est pour ça qu'on dit bougez les manifs à 14h le jeudi, quand la quasi-totalité des étudiants et des étudiantes n'ont pas cours parce que c'est le temps culturel, sportif et bientôt de mobilisation. Mais pour ça, en fait, c'est recréer du temps, recréer une dignité dans un espace où effectivement les étudiants et les étudiantes peuvent profiter de ce temps-là et créer des choses avec ce temps. Bien sûr, parce que aussi, j'ai une take aussi, c'est que si c'est pas nous qui venons chercher les étudiants ne viendront pas tout seuls. Surtout quand les luttes sont si inaccessibles aux étudiants parce qu'ils se disent non mais moi je me sens pas vraiment concerné, ou oui mais c'est pour les travailleurs, nous on n'est pas des travailleurs, ou tout simplement c'est le jeudi matin, moi j'ai cours jeudi matin, je peux pas me le permettre sinon j'ai peur que la direction me tombe dessus. C'est énormément de choses qui font que la lutte est actuellement fermée aux étudiants, et qu'il n'y a que les personnes qui sont déjà dans le militantisme de base qui vont braver les interdits pour y aller. Mais le but, c'est de construire un rapport de force avec les étudiants, et une fois qu'on aura ce rapport de force avec les étudiants, il n'y a plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Oui. Non mais juste tout à l'heure tu as dit un truc, tu as dit les syndicats, leur rôle c'est de transformer la société. Wow, j'étais tellement dans un Sophie Binet mental que j'avais oublié ça. Je croyais que c'était juste un syndicat, c'était rattraper tous les trucs qu'on avait perdus avant. Non, mais c'est transformer la société, c'est aller plus loin. Merci, heureusement qu'il y a de la jeunesse. C'est pour ça que la jeunesse, il faut que ça vienne lutter avec tout. Et moi je rappelle... dirais, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. mais aussi dans ce que vous dites, de justement aller chercher les étudiants, moi je crois profondément qu'il faut qu'on aille se chercher de secteur à secteur de la société. Tu vois, il y a souvent on a souvent fait de certaines pensées philosophiques des phrases toutes faites inopérantes, dépolitisantes, alors que c'est des pensées profondes. Souvent sur l'auto-organisation, j'entends souvent les gens, faut les laisser s'auto-organiser. Non mais attends, l'auto-organisation c'est toute une pensée philosophique, ça veut pas dire que tu vas pas aller chercher en tant que militant les gens pour aller les convaincre. Mais c'est important quand même. Genre, faut trouver un équilibre. Non, parce non, que, par exemple, sur les luttes lycéennes et tout ça, faut aussi laisser de l'espace aux lycéens de s'auto-organiser. Faut les aider, faut leur donner des ressources, faut les former, etc. Les aider à se former. Mais il faut aussi les laisser s'organiser. Ça, c'est aussi important. Parce que c'est comme ça que tu as des nouvelles formes de pensée, des nouvelles formes voilà, et que tu fais venir des gens qui sont racisés, parce que sinon, ça reste que des blancs. Moi, quand je dis il faut aller chercher les gens pour les convaincre, c'est pour les convaincre qu'ils s'auto-organisent, tu vois, une fois que il n'y a pas de... Exactement. Mais voilà, tu vois. Mais moi j'ai ce truc souvent de... et là, on a passé, je sais pas combien de temps à dire... Ah, les étudiants, c'est dommage qu'ils s'organisent. Je les connais pas. Et nous, au AFDI, on a ce truc de... Tu sais quoi, on va aller demander. Mais ça veut pas dire on va leur demander de faire. On va demander qu'est-ce qui se passe, on parle à qui. C'est qui a envie. Et en fait, les gens sont souvent déjà dans une pré-organisation. Donc toi, tu viens en fait et tu crées juste du lien entre des luttes, et le fait de créer du lien, ça fait que tout le monde se sent moins seul, et ça et c'est en ça que je dis souvent, on fait de petites phrases comme ça, il faut les laisser s'auto-organiser. C'est aussi souvent une belle excuse pour pas aller voir des gens qui sont déjà en train de s'auto-organiser, parce que c'est jamais suffisamment. Tu vois, et t'es là, mais va leur parler. C'est juste important de réfléchir à sa posture, parce que dans les luttes, on a souvent de l'agisme aussi, et je sais que, on a eu le cas au Havre et tout ça, c'est juste important. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Moi, les seuls que j'ai entendu parler du fait qu'ils se plaignaient que vraiment, c'est les vieux qui se plaignent d'agisme. Je vous jure, j'ai vu des vieux dans des réunions. J'ai vu plein de vieux. J'ai vu plein de vieux. Alors, moyenne d'âge du milieu militant havrais, 75 ans. On rigolait, sans aucune exagération. On a fait descendre la moyenne d'âge. On était 4 à l'âge, on a fait descendre la moyenne d'âge. Dis-toi, j'ai vu des réunions que avec des vieux. 2-3 jeunes parler de la jeunesse. Et les vieux dire, c'est un peu de l'agisme. Moi, je me sens discriminé avec ces discours. Voilà, mais juste c'est important je dis ça pour les militants, les militantes, juste c'est important de l'avoir en tête, de faire attention, juste parce que parfois on a ces petites galères là aussi, donc de rendre les milieux accessibles aux jeunes sans forcer la main non plus, c'est un équilibre à avoir. Voilà. C'est vrai que c'est un jeu d'équilibre, parce que tu vois... mais en vrai, moi je pense pas tant que ça. Parce qu'en fait, moi je pense que là où on fait... Moi, le côté militant à les convaincre, c'est jamais aller dedans. Il y a des choses, sans ça je dis, les mots tout faits nous ont complètement complètement caché ce qu'on avait à voir. Moi je vais prendre un exemple tout con qui vient de
mon expérience militante personnelle, regarde avec la Poudrière et la Marche des Fiertés, tous les gens qui disaient soutenir les questions LGBT, nous, on produisait du discours, on produisait de l'idée politique, on a eu des réflexions, on a beaucoup changé en quelques années, mais personne nous donnait l'heure. Et c'est-à-dire, c'est les gens qui disaient que voulaient qu'on s'auto-organise, nous respecter de ça, mais c'est juste, ils nous parlaient même pas. Oui, bien sûr. Quand on allait les voir, on a dû aller foutre le pied dans la porte, on a dû insulter des gens pour qu'ils disent « Ah, ok, bon, PD fragile, mais PD chiant par contre, qui peuvent nous faire chier. Donc peut-être, il se peut que... Ah, ils sont organisés maintenant, c'est bon, c'est une fois. Oui, mais regarde, si on parle techniquement de ce qui se passe au Havre, quand tu veux faire de l'auto-organisation, quand tu veux t'organiser politiquement, il faut quand même des lieux, il faut des lieux de rencontre. C'est bien d'aller dans l'appart, mais s'il fait 9 mètres carrés, comme ils viennent de le dire, c'est compliqué d'arriver à 12 dedans. Quand t'es 15 dans les 18 mètres Voilà, c'est complexe, c'est complexe. Mais oui, mais c'est aussi pour ça que il faut s'auto-organiser, enfin, il faut favoriser l'auto-organisation en ouvrant par exemple la maison des syndicats, tu vois. Si tu as des salles ouvertes Bien et sûr. que les jeunes se disent ah bah je peux y aller, et bah tu rabaisses aussi l'âge de moyenne de la maison Là, des tu es rentré syndicats. dans un problème aussi politique plus large. Et ça, de toute façon, on va y revenir bientôt parce qu'on va faire une émission sur le moment politique. Enfin, on prépare un truc, c'est même peut-être pas une émission, mais j'en dis pas plus. Toi, tu t'en souviens pas, même si je t'en ai parlé, mais c'est Si, pas grave. Bien sûr, je m'en souviens. Ça va être incroyable. Ça fait du suspense. Quel arnaqueur, ce mec. Oui, Mais- je sais de quoi tu parles. Tout à fait. Mais on va parler un de ces quatre justement de Ouais. comment auto-organiser nos luttes, mais collectivement, c'est-à-dire la question de la collectivisation des moyens, des peu de moyens. Mais au-delà de Non, ça, mais- je suis entièrement d'accord sur ce que tu disais aussi. Voilà, exactement. Moi quand je vous dis allez convaincre les gens, souvent ce que j'entends par là, c'est les gens, ils ont déjà souvent des discours politiques et c'est du mépris qui fait qu'on ne veut pas les écouter. Ça ne veut pas dire leur dire ce qu'ils ont à faire. Juste aller déjà les écouter, ça tisse du lien, de la confiance et à partir de là émergent les luttes communes, franchement. Moi, je vois, ça a été un moment magnifique qu'on a vécu, le premier blocage là, de François Ier pendant les mouvements, où tu as l'UL Darfleur qui est arrivé, les lycéens qui sont arrivés, mais il n'y a personne qui a dirigé personne, tout le monde était ravi de se rencontrer, le grand banquet et tout. C'était un beau magnifique, moment. tu vois. Un dernier truc par rapport au monde ouvrier, duquel... Alors, je suis souvent casse-pied avec ça, mais parce que moi, c'est chez moi. Et je vois certains discours de l'extrême droite qui peuvent toucher des gens de chez moi, qui auraient pu me toucher moi jeune, parce que moi, je viens des milieux ouvriers dépolitisés. Donc voilà. Pareil, quand vous dites les wokistes, la fac, on veut vous prendre votre argent, ils vous regardent de haut, bref. Il y a quelque chose aussi d'important que vous devez comprendre sur le fait notamment qu'ils détruisent, comme tu disais, les parcours en sociaux, les parcours qu'on va dire de sciences, comment ils appellent ça, Sciences humaines et sociales. sciences humaines et sociales, etc. C'est aussi un moyen pour eux de casser l'ensemble de nos moyens de production de lutte à nous. Parce que quand on va vous sortir les statistiques sur les richesses des milliardaires, quand vous allez avoir des gens qui sont chargés de la sécurité au travail, qui vont venir nourrir les syndicats des différentes problématiques dans vos entreprises, qui vont vous permettre de poursuivre juridiquement l'entreprise, de créer des rapports de force, les avocats qui vont venir aussi vous couvrir lorsque vous vous êtes fait mettre en garde à vue, lorsque le patron veut vous renvoyer, que donc vous devez payer un avocat pour aller au prud'homme, tout ce champ-là de la société qui vient en appui de la gauche et qui est de plus en plus fragilisé, c'est à l'université qui se forme. Si vous voulez aller checker un peu plus loin, je regarde la caméra. Vous avez, c'est un terme nous on utilise la trumpisation de l'université, parce qu'en fait ce que tu dis c'est les attaques des juges, les gauchistes, là, on l'a entendu avec l'affaire Sarkozy, etc. Les attaques sur en fait toutes les productions culturelles et de recherche, etc. au sein de l'université ou autour de l'université. Voilà, vous pouvez aller checker le travail notamment de Marie Mesmer, qui du coup a pas mal travaillé là-dessus, qui était dans la recherche et tout aussi. C'est assez intéressant de creuser ce sujet-là et effectivement, en fait, c'est l'attaque du libéralisme, du capitalisme sur nos universités et sur notre société parce que ça va ensemble. Et c'est vos gamins qui vont prendre cher, faut le rappeler. Ouais. Les gamins des riches, eux, ils auront toujours les moyens de se payer les écoles privées, que ce soit d'art, même s'ils veulent faire de la socio, même si c'est les artistes dans leur secteur à eux ou quoi que ce soit, ils auront les moyens. C'est nos gamins à nous, nos secteurs à nous, qui prennent cher. Moi, c'est mes filles où je vais pas pouvoir leur payer leur appart si elles vont à la fac les aider, où je sais pas comment elles vont faire pour bouffer, ou déjà actuellement, alors qu'elles sont même pas arrivées encore au lycée, on n'a pas de médecin de famille, on n'a pas tout ça. C'est sur nous-mêmes comptables. Moi, j'insiste sur ça, qu'il faut qu'on arrête de se tirer des balles au pied à nous-mêmes, et il faut qu'on défende ardemment les étudiants. On se crée un bloc de lutte pour plus tard et même pour dès maintenant. On l'a vu avec les lycées, il faut que se construisent au niveau national les mêmes mouvements avec les facs et c'est notre bloc à nous qu'on renforce en appuyant les étudiants.
On voit au Maroc une génération Z qui prend la lutte et que ça fait très 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 plaisir. On a hâte que ça prenne comme ça aussi fort en France. Mais on le voit avec les lycéens en fait. Et il y a un vrai travail politique qui est fait là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que les lycéens, de par l'infantilisation qui est faite de leur présence, le fait que je pense qu'ils vivent encore parfois pire que les étudiants, la sélection, la santé mentale, le fait qu'en fait ils n'ont pas d'espace politique, encore moins que les étudiants souvent, etc. etc. Ça crée mais ils se sentent vraiment parfois sans pouvoir, etc. Et en fait, les mobilisations, en plus, ils font face à une répression, mais d'une violence. Mais déjà que les étudiants... mais c'est ça. Oui, il y a eu des sommations, il y a eu contrôle d'identité, prise de photos par les RG, etc. Dès le premier jour où on y était, premier blocage des photos par appel. Non mais là, à Montivilliers, carrément, ils ont demandé aux gamins de... En plus, il ne s'est pas annoncé... il s'est pas annoncé RG, normal, mais il a fait un peu semblant que c'était journal, quoi. Donc les mômes ont enlevé le truc en mode portrait, quoi. Et il a pris... Donc nous, on a gueulé. Il y a un pédophile qui prend des photos des gosses. C'est vrai. Meilleur move. Les lycéens, moi aussi, il y a un truc que je veux dire quand même. Moi, j'ai été impressionné, franchement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille les voir. Et tu disais, ouais, faut pas les organiser. Moi, je pense qu'il faut les laisser nous organiser. Oui, c'est tellement. dingue. Moi, cette génération qui arrive, elle est dangereuse. Mais pas pour nous, hein. Mais elle est dangereuse. Ah moi, ouais. moi, Le capital ayait peur. Voilà. ouais. Je vous le dis, ils sont impressionnants. Ils ont surtout une énergie qu'on perd en fait dans les milieux militants et qui est géniale. Et on voit qu'en fait le sens du collectif. En fait, ils en sont. C'est ça, ils en sont. Après. Nous, on a discuté avec pas mal de lycéens et on a eu des échos. En fait, je trouve qu'il y a encore il faut les aider à s'organiser collectivement. Parce que, par exemple, il y a eu des discours parfois de non, mais tel lycée a jamais réussi à bloquer. Normal. Donc, c'est normal, mais c'est aussi. Bon, je vais faire de l'agisme, ils sont jeunes, ils ont encore beaucoup de choses à. Voilà. Mais c'est ça. Celui qui a la meilleure blocage. Voilà, c'est ça. Mais sur ces discours-là, effectivement, nous on peut travailler avec eux et tout ça. Mais les aider à structurer, donner du matériel, les former, etc. En tout cas, les aider à se former, donner des ressources, à les syndiquer. Voilà. S'il y a des lycéens qui regardent, rejoignez l'UCL, l'USL. Je vais pas y arriver. Pardon. L'USL, l'Union syndicale lycéenne. Allez voir les militants de Keno et tout ça. Ils sont incroyables. Donc n'hésitez pas à aller vous syndiquer, contactez-nous aussi. Nous, on a aidé beaucoup de lycéens à se structurer, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, petit point lycéen. Mais les gars, vous êtes trop forts, bravo à vous. Voilà. Et aussi plus largement, message aux étudiants, lycéens ou à la fac ou quoi, si à un moment donné vous rencontrez des difficultés dans votre vie, et croyez-en, quelqu'un qui vient pas du milieu militant, donc qui a dû vivre ce gap de passer le pas, de rencontrer des gens, quand vous vous sentez seul face à la précarité, seul face à la santé mentale, t'as peur d'aller raconter ça à un médecin, t'as peur d'aller demander de l'argent, comme tu dis, il y a le côté humiliant, mais allez voir un syndicat et ils vont vous accompagner. S'il y a bien des gens qui vont pas vous juger, c'est vos camarades parce qu'ils sont dans les mêmes situations que vous. Ils vont être plutôt dans une fraternité, une sororité que dans un truc de jugement. Franchement, hein. C'est sûr. Il faut pas hésiter. Est-ce qu'on n'a pas l'air cool là comme ça, en vrai? C'est vrai. Il y a des kéfiers directs. on met la dose directe, comme ça les gens savent. Mais moi par contre, juste, je vais encore parler très technique, mais tu vois, là on dit aux jeunes lycéens, n'hésitez pas à aller voir et tout ça, mais où est-ce que, par exemple, un lycéen qui a envie de s'organiser, machin, où est-ce qu'il va? Compte Insta de l'Union étudiante, vous DM, c'est unionétudiante.le Havre. Simple, efficace. Voilà. Nous, on vous redirige après, derrière, là où il y a besoin. On est. J'ai marre de qu'il y ait un étudiant qui me demande, j'avoue. Ah, mais je sais. Unionétudiante.le Havre, faites circuler autour de vous. Lycéens, étudiants, parents de, oncles de, allez-y, faites-nous saucer. Et nous, on s'occupe de rediriger les gens vers ceux dont ils ont envie, parce qu'on connaît bien aussi le milieu militant autour de nous. Voilà. Oui, envoyez vos enfants. Oui, envoyez vos enfants CVP, vraiment. Si vous êtes un peu politisé et que vous avez des gamins qui sont... Je dis gamins comme si j'étais pas de leur âge. Vous avez des enfants qui savent pas trop où aller, etc. Nous, on est là pour accueillir aussi. Et en plus, on a différents modes d'action qui aussi sont... Enfin, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec des actions de solidarité, qui ont un sens politique, mais ils ne sentent pas forcément d'aller militer tout de suite et tout ça. Et ça, c'est un truc qui est important. Nous, on veut aussi que le militant soit accessible aux étudiants et aux étudiantes et aux gens autour de nous. Donc, on veut vraiment mettre ça en place aussi, un système où vous n'êtes pas direct dans la rue
à crier et on vous envoie pas direct en amphi parce qu'on sait que ça peut être... Oui, c'est ça, tous voilà. les modes d'action se valent. Vous n'avez pas besoin de lâcher des discours de zinzin pour les débrayer en amphi. Voilà. Oui, alors, et puis vous êtes là pour des conseils de lutte, mais aussi pour des conseils pratiques. Tout à l'heure, vous donniez des données très très pratiques pour des aides, des choses. Oui, c'est possible de venir nous voir si jamais vous êtes en galère, que par exemple vous êtes dyslexique, que vous souffrez de conditions maladies chroniques, que vous avez un handicap, etc. C'est possible de venir nous voir et de nous demander ce qui est possible de faire sur la fac pour être aidé. Galère de thunes, galère de logement. Vous avez un doute, vous avez un problème avec le Crous, quoi que ce soit. Nous, on a des contacts avec le Crous. Vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous. On est là pour défendre vos droits, peu importe le type de droit. Et si vous avez un doute, contactez-nous quand même. Au moins, vous aurez plus de doute. Voilà. Oui, c'est ça. Et encore une fois, unioétudiante.le Havre en DM sur Insta. Voilà. Faut quand même préciser que tout ça, c'est des droits auxquels vous avez droit, justement. Oui, c'est plutôt logique. Mais ce sont des droits, c'est-à-dire que être bien logé, pouvoir manger à sa faim, être capable d'être accompagné dans ses difficultés, c'est quelque chose que l'université doit vous fournir. C'est un truc de dingue, on en est encore, tu dis, à dire c'est un droit d'être logé, de manger, c'est fou, hein. C'est fou. Et c'est de plus en plus un besoin de le dire, t'es là, ouais, le recul social de malade. Là, on a un peu... Alors, on a fait un peu, quasiment une conclusion. Moi, j'ai plein d'autres questions à poser. Je me dis, il va falloir qu'on refasse une émission. Bien sûr. Avant un point projet, moi j'ai juste une question, parce que là, je voulais quand même la poser aujourd'hui, elle est importante pour moi. On entend souvent que la fac du Havre, c'est dur de mobiliser, elle est dépolitisée pour des raisons, 1000 raisons. Enfin, moi, j'y suis pas, donc je sais pas. Comment c'est pour vous pour mobiliser un peu les étudiants à la fac ? Du coup, ce qu'on a expliqué aussi, c'est que en gros, il y a une organisation sur la fac qui est un peu hégémonique. Et qui regroupe toutes les associations, etc., qui a vraiment fait la mainmise et qui surtout est très intégrée au sein de l'université et dans son institution aussi. Par exemple, il y a un des fondateurs de la FED qui est à la DAGE, donc au service juridique de l'université, notamment secrétaire des élections. Donc ça pose pas mal de questions en termes de conflit d'intérêts, mais ça c'est un autre débat. Et par exemple, là on s'est rendu compte, on a déposé des initiatives étudiantes pour les distributions alimentaires, pour les ateliers cuisine solidaire et pour faire des temps conviviaux dans les Crous. On contacte l'université déjà par mail, on se dit c'est un peu bizarre, pourquoi c'est pas informe et tout ça. Voilà. Et en fait on se rend compte que la personne qui gère les initiatives étudiantes, c'est le VP de la fac qui est à la FED-LH. Donc en fait, si tu veux déposer des choses qui sont politiques, tu dois passer à travers la FED. Donc en fait, la FED fait un peu, très bien si elle le veut, faire un filet de non-politisation. Parce que, encore une fois, en fait, le problème de la FED, c'est que c'est un BDE. Un BDE est là pour mettre en place des fêtes, des choses comme ça pour les étudiants. Et ce qui est important, on ne dit pas le contraire. Il faut que ça existe, il faut une vie étudiante. Mais c'est pas le rôle des BDE de faire de la politique. Parce qu'on ne peut pas à la fois demander de l'argent à la fac, demander des lieux, etc., et avoir un discours politique parce qu'on est dépendant de la fac sur d'autres choses. Et donc, c'est notre rôle à nous, en tant que syndicat, de faire ce travail-là, de revendication, de travail sur les droits, etc., etc. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils mettent en place d'actions de solidarité, mais il y a un équilibre à avoir et on ne peut pas faire les deux. Et donc, en fait, on a un gros risque que la FED, dans la volonté de garder son hégémonie, nous empêche d'accéder à certaines choses au sein de l'université parce que ils veulent garder cet espace-là qui est le vôtre, qui est le leur. Et puis bref, je vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et effectivement, en fait, ils contrôlent tout à l'université. Donc, comment est-ce qu'on fait nous pour développer quelque chose si derrière eux, par leur choix personnel et politique, parce qu'ils ont besoin de l'aide de l'université et qu'en fait ils sont en accord avec l'université. On peut rien déposer en fait. Donc ça c'est sur le plan institutionnel et après sur le plan politique, effectivement à partir d'un moment donné où tu as une organisation qui dit depuis des années non mais ça c'est pas politique, c'est pas politique, c'est pas politique, c'est très compliqué de réexpliquer aux étudiants que c'est politique et ça c'est un vrai travail à faire, mais c'est un travail de long terme. Donc là vous voyez on a des élections très rapidement, c'est compliqué pour nous de faire ce travail là aussi rapidement. On va continuer, on va essayer de le faire, on va surtout discuter, créer des temps conviviaux, créer des temps d'espace, d'échange et des vraies actions de solidarité avec un vrai but politique, mais c'est un véritable travail à faire et ça prend du temps. Donc il nous faut une patience aussi, mais la question c'est est-ce qu'on a le temps d'avoir cette patience-là, parce que la précarité, elle est maintenant, elle n'est pas dans 6 mois, dans 1 an, etc.
Donc rejoignez-nous, voilà. Union étudiante pour le Havre sur Instagram. De toute façon, on mettra les liens. Oui, voilà. De toute façon, on fera des cosposts, mais voilà. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, ça va principalement être justement ce travail de venir vers les étudiants. Je pense que ce qui manque actuellement dans la lutte, en tout cas au Havre, c'est vraiment de venir vers les étudiants. Du coup, nous, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour être cette passerelle, pour permettre aux étudiants de venir se dire oui, effectivement, c'est politique. Oui, effectivement, c'est pas normal que en tant qu'étudiant international, je dois payer 7 fois plus qu'un 16, oui. 16, ouais. Oui, 7 fois plus qu'un étudiant français. Et justement, nous, notre but, c'est que les étudiants se sentent aussi écoutés et pas jugés. C'est-à-dire que justement, tu peux avoir ce truc de oui, mais peut-être que je galère pas assez parce que parce que pour une raison X ou Y. Très important ça. On est tous en galère. Oui, c'est ça, genre vraiment. Il n'y a pas de plus précaire, de moins précaire. C'est ça, et il n'y a pas de plus ou moins précaire. Et surtout, il n'y a qu'une seule solution à cette précarité. C'est la mobilisation. Exactement. Désolée, je t'ai coupé ton Same mot. brain. Voilà. Tu fais une petite conclusion, Alexis? Est-ce qu'on fait tu veux qu'on fasse un point mob? Enfin, nos Un flash revendications. mob, tu veux faire faire un point mob Ok. si vous voulez. Allez-y. Enfin, du coup, sur nous, qu'est-ce qu'on veut exactement pour faire face, justement, qu'est-ce qu'on veut dans cette mobilisation? On a déjà parlé de Bienvenue en France, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, donc le fait que les étudiants internationaux payent plus. Donc on a déposé une proposition de loi pour en fait faire supprimer ça, etc. Parce qu'en plus, niveau constitutionnel, c'est aussi un problème. Parce qu'à partir du moment où un service est public, il est censé être accessible à tous et tous et que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Donc en fait, l'université n'est plus un service public dans la situation actuelle, étant donné de Bienvenue en France. Et au-delà de ça, donc nous, une de nos revendications principales, c'est le revenu d'autonomie universelle. Donc c'est un revenu qui est pour tous et toutes les étudiants, étrangers ou pas, boursiers ou pas, etc. Parce que du coup, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de bourse et qu'à la place, tous les étudiants et les étudiantes aient un revenu universel, un revenu d'autonomie universelle, de 1 288 €, qui est le seuil de pauvreté en France. Donc en vrai, on n'est pas des fous du bus communistes non plus. Enfin, on est communistes, mais t'inquiète. Faut pas dire trop fort non plus. C'est ça. Donc ça, on le fait en ouvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, parce que l'idée, c'est de mettre la jeunesse sous protection sociale, tout simplement. Donc on compte sur la solidarité intergénérationnelle. Encore une fois, on est le futur du pays, le futur de ce monde aussi, parce qu'on a une question aussi écologique, etc. Et si on ne forme pas, on ne peut pas faire face aux problèmes sociaux, mais aussi aux problèmes écologiques. Et ça, c'est encore un autre débat qu'on n'a pas trop évoqué, mais c'est quelque chose de très important. Donc ça, on le finance parce que je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous disent mais comment on fait déjà qu'on est en galère? Déjà nous, une revendication qu'on a, c'est qu'on arrête de faire des cures d'austérité, que ça soit national ou dans les universités, parce qu'en fait économiquement ça ne fonctionne pas. Vous pouvez le voir avec la dette française, voilà, mais c'est tout un autre débat. Je pense qu'on pourrait faire un point juste économie, voilà. Mais en fait il faut de la relance, il ne faut pas de l'austérité. C'est voilà. Hop. Et donc du coup, on finance ça comment? Déjà, on supprime du coup les aides actuelles. Donc, on parlait des aides temporaires, les bourses, etc. Donc ça, c'est déjà de l'argent qui est supprimé en termes de dépenses. Et après, on va chercher l'argent où il est, tout simplement. Donc, dans les entreprises et dans les caisses des milliardaires, dans les poches des milliardaires. Comme dirait un grand homme, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Voilà. Donc, notamment, on arrête tout ce qui est exonération fiscale des entreprises et on va chercher, on va par exemple faire le redéploiement du crédit impôt, revenu, attends, je sais pas écrit, j'ai très mal écrit. Recherche, crédit impôt recherche, pardon, excusez-moi, mon écriture est à chier, voilà. Ça, c'est à force de prendre note sur les PC. Mais c'est pour donner des petits exemples, mais aussi refaire, on avait parlé de la taxe Zuckman, par exemple, qui malheureusement n'a pas été votée, mais en fait, taxer les hauts profits, etc., c'est très important aussi. Voilà. Qui était le minimum syndical. Hein, moi, je suis pour qu'on taxe Bernard Arnault, mais
on lui laisse un appartement et le même revenu qu'aux étudiants, ça va. C'est parfait. Tu vois, 9 mètres On carrés, échange, 1288 tu payes euros. mes 440 euros de loyer par mois et tu vis dans un placard. Non, mais attends, Voilà. moi, Filez-moi le duplex. moi, je comprends les revendications. Vous savez, moi, la taxe Zuckman, elle me tue. Je suis vraiment en train de négocier pour 2%. Oui, on se prend. vraiment, Mais vraiment. Et moi, franchement, quitte à ce qu'on bataille autant, mais viens, on demande 95%. 2% des 500 plus grandes fortunes de ce putain. Bref, excuse-moi. Mais merci. Est-ce que tu avais d'autres revendications? Non, On est bon. c'est le gros truc, on va dire. Voilà, revenu d'autonomie étudiant, 1288 euros par mois pour tous les étudiants et les étudiantes. Voilà. Et Donc, nous, à Vénut, on dit même pour tout le monde, minimum. Voilà. Euh, mais On met tout le monde sous protection je vais sociale. laisser le retardataire faire La petite. La conclusion. Déjà, merci beaucoup d'être venu. Vous nous avez éclairé sur plein de choses. On est une ville étudiante quand même. Il y en a beaucoup des étudiants. Et Ouais. Petit point. T'as vu ce qu'on disait tout à l'heure? Les jeunes générations. Comment ça parle et comment ça débite. Ça y Elle va. peut- Non, c'est parfait. C'était nickel. parfait. Non, c'était très bien. Et voilà, nous ça. C'est ce qu'on veut au Havre des Luttes, c'est qu'on se rejoigne tous et il n'y a que comme ça qu'on gagnera. Donc votre fougue, vos idées, vos datas, on en a besoin. Ça nous ouvre des horizons. On vous remercie encore. On vous rappelle qu'on est sur un petit plan de financement du Havre des Luttes. On a besoin, s'il vous plaît, d'aide, de la caillasse, de la moula. On ne vous demande pas 1200, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. Un revenu fixe, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à nous aider pour qu'on continue à faire des émissions et rencontrer des gens passionnants comme ça. Merci et à très bientôt.